Salut les Rangervores! Je sais, je vous ai fait attendre longtemps, et pour une saison qui est censée mettre le turbo, ça la fout un peu mal. Désolé, mais bon, j'ai de nouvelles responsabilités, je peux pas m'y échapper. Mais, un miracle est arrivé, ou plutôt deux miracles. Tommy et Laurent, donc nos nouveaux amis qui m'ont énormément aidé à l'écriture de cette émission, sans quoi vous l'auriez eu encore l'année prochaine. Donc merci beaucoup à eux. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les autres émissions arriveront beaucoup plus vite, étant donné que c'est eux qui vont les écrire à 99%, hein, moi je ne ferai que rajouter quelques petits trucs à la fin. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, Turbo c'était exceptionnel. Maintenant les émissions vont arriver à un rythme plus régulier. Merci à vous. Power Rangers Turbo, la série qui fait suite au film, a donc été diffusée à partir du 19 avril 97 aux USA et en 98 en France. Les audiences de Power Rangers Zeo sont en baisse. Il faut réagir, il faut faire quelque chose tout de suite. Et donc, si Turbo est la saison du changement, est-ce que c'est la saison de la maturité? On va voir ça. Avant de vous parler proprement de Turbo, je dois vous raconter ce qui se passe à l'époque au Japon. Donc, en 1995, on a Choriki Sentai Oranger. Je vais vous la faire courte, c'est un Sentai militaire, oui mais non mais oui, qui est parfois sérieux. Parfois même un peu trop sérieux. Donc en 1996, il a fallu réagir. Toei a pris le contre-pied total de Oranger et a fait de Car Ranger une série comique, voire même parodique de son genre. Vous avez peut-être un jour entendu dire qu'à cause de ça, Oranger avait condamné la franchise à l'annulation et que c'est Car Ranger qui l'a sauvé. C'est pas vrai. En fait, la subtilité vient des taux d'audience et des ventes de jouets. C'est vrai. Les audiences de Car Ranger sont en hausse par rapport à celles de Oranger qui étaient en déclin, mais stables. Par contre, les ventes de jouets, c'est une autre histoire. Il y a eu un boom surprise dans les ventes de Oranger qui s'est super bien vendu par rapport à Car Ranger. Alors que croire? Chacun fait mieux que l'autre dans un domaine. Alors moi ce que je propose, c'est juste qu'on laisse cette anecdote de côté et c'est tout. En parlant de meilleur et de pire, retournons aux États-Unis. Donc Jonathan Zakor, producteur, et Doug Sloan, scénariste-producteur, sont embêtés. Zakor voulait embrasser le côté parodique et parfois loufoque de Car Ranger, alors que de l'autre côté, Sloan voulait rester sur un ton un peu plus sérieux qui avait déjà été instauré dans Zeo pour créer une continuité normale, on va dire. Sauf que les deux hommes ne se sont pas entendus, et donc, dans la première partie de la série, il y a des incohérences de ton. D'un côté, on a Divatox qui planque des bombes pour massivement tuer des civils, de l'autre, on a Tommy qui lit le manuel de son Zord en plein combat, pour ne citer que ça. C'en est trop pour Doug Sloan, il est viré, en même temps que le casting original de Ranger. Jude Lin arrive et prend sa place, il est d'accord pour adopter le ton léger de Car Ranger. Tout le monde peut donc maintenant travailler dans la paix et dans la bonne humeur à piéger nos Rangers préférés dans une pizza géante. Ouais, même dans Car Ranger, c'est un peu trop. En parlant de gens qui se font virer, on va parler des acteurs. Steve Cardenas, en bon gars qu'il est, a essayé de négocier avec Saban une hausse des salaires pour tout le monde. Oh surprise, Saban a dit non. Mais il a quand même convaincu Steve, tout comme JDF, de rester pour le film et la série pour écrire une fin convenable à leur personnage. Steve Cardenas quitte donc la série de la même façon que Rocky en voulant fonder sa propre école d'arts martiaux. Jason David Frank voulait déjà partir pendant Zeo, mais heureusement Saban l'a convaincu de rester pour le film et la première moitié de la série. Mais voilà qu'un beau jour, Catherine Sutherland veut aussi partir. Et tout ce remue-ménage, ça énerve un petit peu Saban. Donc, solution, on vire tout le monde. Sauf Justin.
Ce qui est rigolo avec cette débâcle, c'est comment Johnny Youngbosh et Nakia Buraiz l'ont appris. Parce que non, c'est pas Saban n'est pas allé les voir et leur dit ouais, vous êtes virés. Non, non. C'était un jour, juste avant le tournage, pendant la session maquillage, il y avait un journal, une maquilleuse leur a tendu un journal en leur disant regardez, il y a une petite annonce où ils disent qu'ils recherchent les Power Rangers rouge, vert, jaune, rose. J'imagine même pas ce qui a dû se passer dans le bureau de Saban juste après ça. Ça devait être épique. Enfin bref, officiellement, on ne sait pas, ce sont des secrets de polichinelle et de production, mais bon, on peut imaginer quand même que c'est dû aux conditions de travail et au mauvais salaire. Voilà, donc maintenant, on peut enfin passer concrètement à la série. Power Rangers Turbo commence donc quelques temps après les événements du film. Pour nos héros, c'est la remise des diplômes. Les jeunes courageux et forts, ou Teenagers with Attitude, comme dirait Zordon, c'est fini. Maintenant, on entre dans le monde des Rangers adultes. Mais Divatox n'a pas digéré sa défaite contre les Turbo Rangers, et encore moins qu'ils aient fait capoter son mariage avec Maligore. Elle arrive donc sur Terre avec toute une armée de Pyranatron et envoie son neveu Elgar et son scientifique Porto poser une bombe appelée Detonator pour ruiner la cérémonie de remise des diplômes. Hélas pour Bulk et Skull qui étaient là en mission, ils se retrouvent transformés en chimpanzés par Elgar. Ils sont ensuite adoptés, si on peut dire, par le lieutenant Stone qui lui abandonnera son devoir de policier pour reprendre le Juice Bar depuis le départ d'Ernie. Grâce à leurs efforts combinés, les Rangers arrivent à se débarrasser du détonator à la dernière seconde. Du côté de Zordon, Alpha détecte un vortex lié à Eltar, la planète natale de Zordon. Et avec l'aide de l'Erigo, il saisit cette chance avec Alpha pour rentrer chez lui auprès de sa famille et donc d'être libéré du piège temporel qui le retient dans son tube. Mais nos héros ne sont pas laissés à l'abandon pour autant. Un nouvel Alpha, Alpha 6, ainsi que Dimitria, une extraterrestre de la planète Inquiris, seront maintenant chargés de les guider dans leur combat contre Divatox. Après plusieurs épisodes passés à déjouer les plans de Divatox, un mystérieux vaisseau spatial se crache sur Terre. Divatox, qui se trouvait là par hasard, y trouve un robot policier appelé le Centurion Bleu. Il vient du futur pour délivrer un message aux Power Rangers. Il dit que d'ici l'an 2000, l'Alliance du Mal composée de Divatox, Rita, Z et l'Empire des Machines allait conquérir l'univers, mais qu'une équipe de Power Rangers allait se dresser contre eux. Après un bref malentendu, le Centurion se battra dorénavant du côté des Rangers. D'autres épisodes filler nous présentent Carlos, un joueur de foot, et Ashley, une pom-pom girl, ainsi qu'une mise à jour dans l'affaire Bulk et Skull qui sont restés des chimpanzés depuis tout ce temps. Après avoir été rétrécis, les Rangers décident d'utiliser les torpilles de Divatox pour retrouver leur taille. La fumée qui s'en dégage rend effectivement leur apparence humaine à Bulk et Skull, mais les rend invisibles par la même occasion. Problème qui se réglera tout seul quelques épisodes après pour qu'ils puissent enfin reprendre le cours normal de leur vie. Mamadi, la mère adoptive de Divatox, en a marre de ses échecs à répétition. Elle lui conseille de capturer le leader des Rangers, donc Tommy, pour désorganiser l'équipe et fatalement les vaincre. Ce double épisode nous présente TJ et Cassie, deux adolescents qui vont aider Tommy et Kat, qui elle était entre-temps venue aider Tommy à s'en sortir. TJ sauvera même la vie de Tommy. C'est à ce moment-là qu'on apprend qu'arrivés à un certain stade de leur vie, les Rangers sont libérés de leurs obligations pour, justement, aller vivre leur vie. Tommy, Adam, Kat et Tanya choisissent donc ceux qui vont les remplacer en tant que Power Rangers, qui sont donc TJ, Carlos, Cassie et Ashley. Justin étant le petit dernier arrivé, il restera le Ranger bleu, complétant ainsi l'équipe des nouveaux Power Rangers. Quelques temps plus tard, Divatox met la main sur une carte qui désigne l'emplacement de Lightning Cruiser et Storm Blaster, les deux véhicules les plus puissants de l'univers. Après quelques déboires, ce sont finalement les Rangers qui arrivent à dompter ces deux féroces voitures et à en faire des alliés de poids. Après avoir été cuits dans une pizza géante, nos amis détectent un mystérieux vaisseau qui semble provenir d'Eltar. Son pilote est d'autant plus mystérieux puisqu'il s'agit du Phantom Ranger. Dimitria n'en sait pas plus à son sujet, excepté qu'elle pense qu'il révélera sa mission le moment venu. Du côté des méchants, ça bouge aussi. Le général Havok, le frère de Divatox, arrive dans une base spatiale que sa sœur lui avait demandé de construire il y a 100 ans.
Mieux vaut tard que jamais, Divatox déménage donc dans l'espace. Son frère lui présente Metalosaurus, un robot lézard géant qui arrive à vaincre et kidnapper le Turbo Megazord. Grâce à la base de données du Megazord, Havok découvre des informations confidentielles sur le Phantom Ranger qui lui seront utiles plus tard. Pour lutter contre Metalosaurus, le Phantom Ranger conduit les Rangers au Rescue Zord qui, selon ses dires, sont les plus puissants que les Power Rangers n'aient jamais eus. C'en est assez pour Havok. Il décide de se venger en piégeant Cassie pour attirer le Phantom Ranger et lui voler son rubis, mettant ainsi sa vie en danger. Il lance Metalosaurus 2 sur nos héros qui parviennent à le détruire grâce au Rescue Megazord. Après cette nouvelle cuisante défaite, Havok s'en va en jurant un jour de se venger. Divatox installe le rubis du fantôme dans le Turbo Megazord et le lance détruire la ville. Les Rangers n'ont pas le choix, ils vont devoir se battre contre lui dans leur propre Rescue Megazord. TJ réussit à s'infiltrer dedans pour le libérer du contrôle des méchants et à récupérer le rubis. Maintenant hors de danger, le Phantom Ranger les remercie et part définitivement pour aider d'autres personnes dans le besoin. Après beaucoup trop d'épisodes filler, nous arrivons enfin à la conclusion de cette saison. Le père de Justin obtient un nouvel emploi, ce qui implique un déménagement avec Justin, ce qui donc l'empêcherait d'être un Ranger. Pendant ce temps, un appel de détresse de Zordon arrive au centre de commande. Eltar est attaqué par des forces maléfiques, mais l'ancien mentor des Rangers leur demande de ne pas venir le sauver, car la Terre serait vulnérable en cas d'attaque. Le Centurion Bleu et Dimitria se proposent néanmoins pour l'aider et s'en vont pour Eltar. Et justement, Divatox en profite pour invoquer Goldgoyle, un monstre surpuissant du fin fond de la galaxie. Nos héros n'arrivant pas à le battre, ils sacrifient le Rescue Megazord. En vain, le Turbo Megazord est aussi détruit. Le monstre ne sera détruit que grâce à TJ qui lance leurs armes combinées dans sa bouche. En se téléportant au centre de commande, Rigog et Elgar les voient et découvrent ainsi où est la base des Rangers. Et ce qui devait arriver, arriva. Divatox lance une attaque massive sur le centre. Lightning Cruiser et Storm Blaster sont capturés. Et Elgar, qui commande l'assaut, détruit le tube dimensionnel de Zordon et Dimitria, empêchant ainsi définitivement leur retour sur Terre. Et pour achever la besogne, des bombes détruisent encore une fois le centre de commande. Pour continuer sur les mauvaises nouvelles, un messager vient annoncer à Divatox qu'Eltar est tombé et que Zordon a été capturé. Elle est convoquée par Dark Spectre pour se rendre sur la planète Cimmerian, là où se trouve l'Alliance du Mal. Les pouvoirs de nos héros sont détruits à cause de la chute d'Eltar. Alpha récupère la boîte noire du centre au cas où et ils décident tous de poursuivre Divatox. Mais comment aller dans l'espace sans moyen de se téléporter ? Justin a une idée. Il arrive à convaincre le patron de la NASADA, l'agence responsable du programme spatial dans Power Rangers, que les Rangers ont besoin de leur navette dernier cri. Et Justin a pris sa décision. Tout en leur souhaitant bonne chance dans leur mission, il annonce à ses amis qu'il va rester sur Terre pour soutenir son père. La navette décolle donc sans lui. À suivre, dans la prochaine saison, Power Rangers dans l'espace. Il existe aussi 2 épisodes supplémentaires écrits par Doug Sloan, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'il a été viré et remplacé, ça ne s'est jamais fait. Le premier est Rangers in Concert, Ranger de concert ou en concert, ça dépend du contexte. Dans cet épisode, le Centurion Bleu aurait dû présenter le message millénaire en entier aux Rangers, ce qui aurait spoilé les futurs Rangers de l'espace, le grand combat que le message promettait, ainsi que aurait dû confirmer la relation parentale entre Dimitria et Divatox. Par conséquent, on aurait donc dû nous présenter Carlos, Michael, Ashley et Missy comme étant les futurs Rangers qui sauvent l'univers de l'Alliance du Mal. Et oui, vous avez bien entendu, les noms ainsi que les couleurs étaient différentes à l'origine. Carlos aurait dû être le Ranger rouge, Michael le Ranger vert, parce que Justin restait le Ranger bleu bien sûr, Ashley Ranger jaune, Missy Ranger rose. Et enfin le deuxième, c'est Zeo with Turbo, donc Zeo avec Turbo. Là, le titre est complètement annonciateur et révélateur. Ça se devait se passer un petit peu avant le final et les Zeo Rangers devaient rencontrer les Turbo Rangers, s'associer et vaincre un monstre, tout simplement. Alors avant d'entamer une analyse, je vais vous donner mon avis rapide sur certains points. Et je peux résumer cette saison en un seul mot,
Frustrante. On est à la saison 5, la suite de Zeo qui avait instauré un ton un peu plus mature, aussi mature que puisse être Power Ranger bien entendu, surtout à l'époque. Donc on était en droit d'avoir une continuation dans la même lignée que ça. Bah non. Tout d'un coup, la série devient plus débile que jamais. Alors, les raisons extra-scénario, je vous les ai expliquées. In-scénario, bah non, on s'en fout. On est des enfants, on voit rien, on voit pas. Voilà. Et c'est ultra frustrant. Alors, ceci étant dit, si vous êtes là pour le côté goofy, enfantin, cheesy de Power Ranger, alors là, aucun problème. Vous allez être servi. Donc, si jamais vous voulez vous refaire un petit épisode comme ça pour rigoler, passer un bon moment, il n'y a aucun souci. Ça passe nickel. En parlant de continuation, c'est vraiment ça la suite de Power Ranger ? Niveau power, j'entends ? Après les médaillons mystiques, dinosaures, créatures, pouvoirs ninja et un cristal mystérieux, des voitures ? Je sais qu'on peut pas en vouloir à Saban parce que Car Ranger est tout simplement le Sentai actuel, à l'époque, mais pour une continuité... Désolé, mais je trouve ça nul. Bon, après c'est purement subjectif, je préfère les séries avec des animaux plutôt qu'avec de bêtes véhicules. Bon, peut-être que ça vient de là. Bref, vous l'aurez compris, cette saison c'est pas vraiment l'extase. Donc en étant le plus objectif possible, essayons de décortiquer cette saison. Pour répondre à la question que j'ai posée en intro, est-ce que c'est la saison de la maturité ? Est-ce qu'il y a des menaces ou des sujets plus sérieux par rapport à la vie d'adulte des Power Rangers ? Non ! Parce que comme je vous l'ai dit, on en revient à des ados. On dit au revoir à Tommy, Kat et compagnie qui auraient pu nous présenter la complexité de vivre une vie d'adulte, de jeune adulte qui commence, avec en parallèle leur vie de Power Ranger, de défenseur de la Terre et tout ce que ça implique. Mais non, on redit encore une fois bonjour à des ados. Donc on valide la stagnation, ou le retour en arrière du coup, surtout avec un enfant, donc on va voir ça au cas par cas. Après avoir passé toute sa vie à s'entraîner aux arts martiaux, Tommy se découvre une passion pour les voitures. Il n'a pas attendu la cérémonie de remise des diplômes pour aller chercher le sien, et s'est vite empressé d'aller travailler dans l'écurie que tient son oncle. Tiens, comme c'est pratique de découvrir un oncle qui tient une écurie pile quand on vient de changer de pouvoir, sans jamais l'avoir mentionné ces 4 dernières années. Je dirais même qu'il y a une régression du côté de Tommy. Vu qu'il est tout le temps sur le circuit, il passe de moins en moins de temps avec les autres Rangers, et j'ai l'impression que quand Dimitria leur annonce qu'ils ne seront bientôt plus les Rangers, c'est presque une libération pour lui. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que nous quittons Tommy. Et donc il va aller... Bah on sait pas, parce qu'il en parle pas. Donc on verra moult années plus tard ce qu'il est devenu. Adam devient coach de foot et cascadeur d'après un dialogue avec Tanya, et comme les autres anciens Rangers, le personnage arrive en bout de course et n'est pas développé, bien qu'il prenne son rôle de coach au sérieux en encourageant Carlos à jouer en équipe plutôt que solo. Tanya fait de la radio et c'est tout. Après avoir donné ses pouvoirs à Ashley, elle tente de reprendre sa carrière de chanteuse. Kat devient enseignante, puis part pour Londres pour enfin débuter sa carrière pro de ballerine. Ce qui est tout à fait logique pour la finalité du personnage, puisqu'elle était déjà danseuse quand on l'a connue dans Mighty Morphin. Par contre, sa relation avec Tommy ne semble pas évoluer plus que ça, et c'est très dommage, surtout quand on a vu que dans Zeo, ils doivent se marier. Justin est surdoué, c'est tout. Comme par hasard, Billy étant parti, on remplace un surdoué par un autre. Au-delà de son intelligence, Justin est un enfant plein d'énergie, mais qui cache en lui une grande tristesse de par le fait que sa mère est décédée alors qu'il était très jeune. Il doit souvent se débrouiller seul car son père est très souvent absent pour son travail. Et c'est d'autant plus triste pour lui qu'il se sacrifie encore pour son père à la fin de la série en acceptant de déménager avec lui. Soit dit en passant, quand vous dites que déménager reviendrait à abandonner son devoir de ranger, la téléportation, ça vous dit rien ? Juste comme ça. Pas de changement pour Zordon et Alpha 5, ils restent égaux à eux-mêmes. Et donc, Zordon, libéré du tube, normalement, ça te fait tiquer ça. Est-ce qu'on va le voir sous forme humanoïde, retrouvant enfin la paix auprès de sa famille ? Nah. Est-ce qu'on va voir Eltar, la planète mythique du mentor qu'on aime et qu'on adore ? Nah.
D'ailleurs, première fois dans la série qu'on mentionne Eltar. Je dis bien dans la série parce qu'effectivement, dans le premier film, on mentionnait Zordon d'Eltar, mais bon, ça compte pas. Donc, on dit que Eltar est la source de leur pouvoir. Depuis quand? Le réseau de transmutation, ça vous dit rien? À moins que in-série, le réseau de transmutation passe obligatoirement par Eltar, sauf qu'on n'en sait rien parce que le réseau n'est quasiment jamais mentionné. Je vous parle encore moins d'Eltar, vu que c'est la première fois qu'on la mentionne. On s'en fout, parce que les enfants ne s'attarderont pas là-dessus non plus, donc... bah. Par contre, si vous aimez Zordon et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, je vous conseille les comics qui sortent actuellement chez Vestron, c'est génial. Alors, vous savez, même si ce ne sont pas des Rangers, il y a quand même 2 personnages qui sont là depuis le début et qui évoluent à travers ces 4 saisons. Bulk et Skull. Et dans cette 5e saison, non, ils évoluent pas. Voire même ils régressent. Donc ils sont transformés en chimpanzés par Elgar qui utilise une invention de Porto. Le lieutenant Stone les ramène avec lui parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose de familier chez eux entre guillemets, mais personne ne s'inquiète pour eux, pas même leurs parents. Ils passent donc une grosse partie de la saison transformés pour une raison hors scénario, encore une fois entre guillemets. Saban avait proposé à Paul Schreier et Jason Narvy de jouer dans leur propre spin-off Bulk et Skull. Donc pendant qu'ils préparaient ça, ils ne pouvaient donc pas jouer dans Turbo. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là, d'où l'idée des chimpanzés. Vous auriez pu les envoyer en mission ailleurs, mais non, il a fallu que ce soit ces chimpanzés. Sauf que ce spin-off a été annulé, donc vite, il faut trouver une solution pour les réintroduire dans Turbo. Donc la fumée des torpilles de Divatox, invisible, puis pouf, réapparition comme ça parce que, bah voilà. Étant donné qu'ils ont quitté le lycée dans la saison 3 de Mighty Morphin, ils ne sont donc pas diplômés avec les autres. Ils ont un travail différent à chaque épisode parce qu'ils se font virer à chaque fois pour incompétence. Ils restent donc relativement égaux à eux-mêmes, donc pas vraiment de développement. Le lieutenant Stone, il reprend donc le bar du lycée parce que Richard Jennell, qui jouait Ernie, est parti parce qu'il était malade. Et son parcours est pour le moins bizarre. Il commence policier, puis il réalise son rêve d'être détective privé, puis re-policier dans le film, et barman. Cette incohérence s'explique par le fait que le film Turbo a été écrit pendant Zeo, quand il était encore policier avec Bulk et Skull. Il n'avait donc pas encore écrit la fin de Zeo, donc ils sont encore dans la police. Mais on sait pas pourquoi il a requitté la police pour reprendre le bar. Eh bah tant pis. En ce qui concerne le changement de ranger, il est brutal et sans préparation. Tout d'un coup, t'as Dimitria qui te sort son sablier en disant « Ce sera votre dernière mission !» Sans que jamais auparavant on nous ait laissé supposer une date limite de péremption aux Power Rangers. Date limite qui d'ailleurs est un gros bullshit puisqu'on sait que 20 ans plus tard, tout le monde a encore ses pouvoirs, vieux Rangers ou nouveaux Rangers, qu'ils aient été détruits ou non. Bref, si les Rangers ne transfèrent pas leur pouvoir à temps, on nous dit que le chaos et le désordre seront tels que personne ne pourra les contrôler. Hein? Comment? Pourquoi? Mais où est donc Ornicar? Ça veut dire quoi? Bah... Rien, ça veut rien dire parce que d'une, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que ça veut rien dire. Bien joué. Et de deux, parce que, encore une fois, je suppose que les enfants s'en foutent. On leur présente une menace. Attention, s'ils transfèrent pas le pouvoir, le chaos, le désordre, c'est méchant. Ouh. Donc transférer, voilà. Bon, aucun effort. Au fait, comment il s'effectue ce transfert? Il n'y a pas besoin de grosse épée magique cette fois, parce que je croyais que Zordon il avait bien insisté, qu'il fallait la grosse épée magique pour transférer des pouvoirs. Là non, tenez, vous avez les pouvoirs, et vous les avez plus. Waouh. Vous savez ce qui aurait été bien, logique et parfait à la fois? Qu'on voie les anciens Rangers donner leurs clés aux nouveaux. Un passage de bâton littéral. Et le pire, c'est que ça aurait dû être fait. Parce que dans cette séquence-là de transfert de pouvoir avec la salle à côté du centre de commande et tout, où Zordon et Alpha reviennent, les anciens Rangers auraient dû revenir aussi. Jason, Billy, Rocky, Kimberly,
Même Trini, qui elle d'ailleurs, Twitrang, avait accepté de revenir. Mais non, ça s'est pas fait. C'est un superbe passage de bâton, une discussion entre nouveaux et anciens. La symbolique aurait été là, ça aurait été superbe. Bah non, là, c'est banal. Je comprends pas. Quel dommage, quelle opportunité ratée. Et puis c'est quoi ces choix? Alors certes, ils sont bons physiquement, Cassie a secouru Kat avec TJ et lui a proposé de rester auprès d'elle en cas de besoin. Kat l'a donc choisi non seulement pour ses talents de combat, mais aussi pour sa générosité. Carlos est footballeur, Ashley est pom-pom girl, ils mettent des enfants à l'abri à la demande d'Adam et Tanya. Et qu'est-ce qu'ils savent de leur qualité morale? Est-ce qu'ils se sont assurés que c'était de bonnes personnes qui avaient à cœur de défendre les innocents? J'ai pas vu, moi. Mais bon, je suppose que pour les enfants ça passe, et j'avoue que moi-même étant enfant, je ne me suis pas plus posé la question. Je voulais juste kiffer les Power Rangers. On me donne de nouveaux acteurs, bon, ok. Je vais m'habituer, je vais les découvrir, donc c'est vrai, ça j'avoue, je me suis pas posé de questions. Hélas, si on s'attarde un petit peu dessus, leur écriture est rushée. Bien sûr. TJ, remplaçant de Tommy, premier ranger rouge et leader à la peau noire, c'est important de le souligner. Assez sportif, il fait souvent du jogging en forêt. Il est également très respectueux de l'environnement et il ne supporte pas l'injustice. Carlos, remplaçant d'Adam, c'est un footballeur qui a trop confiance en ses talents et donc arrogant. Pas chaud pour travailler en équipe, il se calmera quand il sera choisi pour être le ranger vert et apprendra à travailler et apprécier le travail d'équipe. Ashley, remplaçante de Tanya, elle fait partie des pom-pom girls de l'équipe de foot d'Angel Grove. Choisie pour sa compassion envers les autres, elle est la grande sœur de l'équipe et rêve de devenir une grande créatrice de mode. Cassie, remplaçante de Kat, Cassie est une rebelle forte tête et indépendante qui adore le chant et la musique. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, ce qui lui attire parfois des ennuis. Néanmoins, elle peut montrer un côté plus tendre avec ses amis, et elle est aussi attirée par le Ranger fantôme. Bon, alors ces nouveaux Rangers sont peu développés et on nous donne l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours, alors que non, ils viennent à peine de faire connaissance. Bon, sauf Ashley et Carlos qui se connaissent par le foot, et qui dans le pitch d'origine abandonné devaient former un couple. La série nous donne aussi 2 héros additionnels. Le Centurion Bleu est un officier intergalactique de la paix qui a été envoyé par les personnes qui gèrent le futur pour transmettre le message millénaire. Il sert d'additionnel entre guillemets de l'équipe, comme le furent Tommy en Ranger vert et blanc et Jason en Ranger doré. Il s'écrase malheureusement sur Terre et est retrouvé par Divatox qui prend connaissance du message millénaire en se faisant passer pour Dimitria. Tiens, c'est étrange. Le Centurion reconnaît la voix de Divatox comme étant celle de Dimitria. Serait-elle liée? Et c'est qui ces personnes qui gèrent le futur? La Time Force? La SPD? La SPA? Il part donc avec Dimitria sur Eltar pour aller aider Zordon. Et le message millénaire, me direz-vous, ce fameux message où l'on voit l'alliance du mal triompher des Power Rangers. Non, on n'a pas le temps, c'est pas le temps, pas de scénario, non, on n'a pas le temps, non. Le deuxième est le Ranger fantôme. Son identité restera un mystère total, même de nos jours. A l'origine, ils avaient prévu de la révéler, ça devait soi-disant être le fils de Zordon, mais coupure de budget, donc tant pis, on le saura jamais. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le Ranger fantôme, je ne saurais que vous conseiller le comics, encore une fois sorti chez Vestron, Edge of Darkness. C'est pas canon à la série, mais c'est quand même génial. Il a le pouvoir de se rendre invisible et offre Artiatron et les Turbo Rescue Zord aux Rangers. Il apparaît très peu et une fois sa mission accomplie, il quitte la Terre en disant avoir confiance en les Rangers et on ne le reverra plus de la saison. Du côté des alliés, on a Dimitria. C'est une alien de la planète Inquiris qui ne s'exprime que par des questions. Son ami Visceron dit qu'elle a une sœur jumelle, donc on sous-entend qu'il pourrait s'agir de Divatox. Cet élément de scénario aurait dû être confirmé dans l'épisode avorté Rangers in Concert, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Technique de mentor, faire trouver la réponse à un problème aux Rangers eux-mêmes. Alors c'est plutôt bien pour faire grandir les personnages, mais en situation d'urgence et s'ils échouent, ils pourront plus grandir, parce qu'ils seront morts avec plein d'innocents avec.
Alors un petit peu, oui, bien sûr, mais tout le temps, non madame. Heureusement, elle se calme dans la deuxième partie de la série grâce au changement de scénariste justement. Merci. Au fait, Dimitria n'est pas prisonnière d'un piège temporel comme Zordon, hein. Alors pourquoi elle s'installe dans le tube? Vous savez pas? Bah moi non plus. Dimitria arrive avec Alpha 6, insupportable avec ses yo 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 ou ouyouyouy en français et sa voix de faux gangster. On a l'impression qu'il prend les Rangers de haut. Néanmoins, c'est un petit peu atténué en français. Sinon, il a le même rôle qu'Alpha 5 et c'est tout. Lerigo revient au début de la saison pour ramener Zordon sur Eltar. Alors comment ça se fait qu'il puisse parler notre langue alors que c'était impossible dans le film? C'est pas grave, les gamins ne s'en rappelleront pas une fois de plus. En parlant de la libération de Zordon, si Lerigo a le pouvoir de le libérer du piège temporel de Rita, pourquoi avoir attendu l'apparition d'un trou noir créant un passage vers Eltar pour libérer Zordon du coup? Il pouvait pas le libérer plus tôt du piège? Même si Zordon aurait dû rester sur Terre du coup? La grande méchante Divatox est jouée pour la première partie de la série par Carol Hoyt. Hilary Shepard Turner, l'actrice qui l'a incarnée dans le film, était enceinte à ce moment-là, donc elle n'a pas pu revenir tout de suite, mais elle reprend son rôle pour la deuxième partie. Pour la série, son costume cache un peu plus de son corps par rapport au film. Dommage, elle doit beaucoup moins bien respirer maintenant. Divatox est davantage tournée en dérision dans la série que dans le film. Elle passe son temps à hurler et à se conduire comme une gamine. D'ailleurs, sa propre mère a une faible estime pour elle et elle la traite d'écervelée stupide. C'est énervant, mais bon, c'est le personnage, viva la diva. Et malgré ce caractère, elle gagne. Vous vous rendez compte qu'une sorcière, un seigneur du mal et un empire des machines, oui je me répète, n'ont jamais réussi à vaincre les Power Rangers. Il a fallu que ce soit cette fieffée gourgandine, puisqu'on ne peut plus dire de gros mots sur YouTube, et son équipe de bras cassés qui y arrivent, qui détruisent le centre de commande. À détruire le tube de Zordon. J'ai pas les mots. Alors oui, Rita et Z ont réussi à détruire le centre de commande une fois, à cause d'une bêtise de Rito et Goldar, mais ils n'ont pas pu profiter de la victoire, parce qu'ils n'ont pas eu le Zéocristal, qui se sont fait chasser de la Lune par l'Empire des Machines, donc ça revient quand même à dire que c'est une défaite. Contrairement à Divatox, où elle a vraiment détruit le centre de commande, Eltar attaqué, plus de pouvoir pour les Rangers, donc pour elle c'est véritablement une victoire. Mais je l'avoue quand même, c'est super génial de voir enfin les Power Rangers en véritable danger et surtout dans le désespoir. Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, leur seule solution c'est d'aller dans l'espace. Et même là ça pose problème. 2 minutes. Dimitria et Divatox ont été à l'origine, bien sûr, pensés pour être des sœurs jumelles. Et il nous a laissé des indices. Le premier, c'est Viscéron qui informe Dimitria que ses documents de naissance ont été falsifiés et qu'elle aurait une sœur. Le second, le Centurion Bleu, se fait intercepter par Divatox et elle se fait passer pour Dimitria. Le Centurion reconnaît la voix de Divatox comme étant celle de Dimitria, ce qui renforce encore plus l'impression qu'elles sont sœurs. Malheureusement, Duxlo n'ayant quitté l'équipe, son successeur n'a pas voulu reprendre ce fil rouge, et c'est très dommage. Voyons maintenant l'équipage de la diva. Rigog, second de Divatox en théorie, mais ne parvient que rarement à faire respecter son autorité, notamment par Elgar. Il est très fort, mais son armure imposante l'empêche de bouger efficacement lors des combats, ce qui réduit grandement son potentiel menaçant et n'en fait en général qu'un pot de fleurs inutile. Elgar, c'est donc le neveu de Divatox, mais ce n'est pas le fils de Havok. Donc il y a un troisième frère ou sœur dans la famille. Oubliez tout de suite la question, il n'y aura jamais de réponse. C'est un abruti fini. Il est davantage un élément comique qu'une menace sérieuse. Il se bat à l'épée, plus rarement au fouet, et c'est tout. Bon, sinon, petit trivia, son visage et celui de Rigog sont beaucoup plus effrayants dans Car Ranger. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, il faut pas choquer les petits enfants.
Porto, scientifique et conseiller technique, il recrute moult monstres pour Divatox et est l'inventeur des détonators. Et pareil, c'est tout. Le personnage n'est pas plus développé que les autres. Par contre, les détonateurs qui laissent 1 heure aux rangers pour les trouver et les désamorcer, c'est très gentil, hein. Bon, je suis mauvaise langue. Porto explique que les détonators atteignent leur puissance destructrice maximale en 1 heure. Ok. Et bah dans ce cas, tu vas les poser 5 minutes avant la fin du compte à rebours, comme ça c'est plié. Là, voilà, les rangers ils peuvent plus rien faire. C'est vraiment génie scientifique, Porto. Un petit mot sur les Piranhatrons, Dieu merci, ils sont masqués, parce que dans le film, c'était dégueu. Sinon, rien à dire, bah c'est des soldats. Vous savez, dans chaque série, au bout d'un moment, on arrête de rire. Il y a un nouveau méchant qui apparaît et on augmente les enjeux. Vient donc le général Havok. Comme je l'ai dit, c'est le frère de Divatox, et il aurait pu représenter une menace sérieuse sur le long terme s'il ne s'était pas enfui la queue entre les jambes après la destruction de son Métallosaurus amélioré. Il aurait aussi pu faire un meilleur chef que Divatox, s'il n'était pas autant effacé face au caractère extravagant de sa sœur. Mention honorable, Mamadi, c'est la mère de Divatox présentée à l'épisode 18, mais qu'on ne reverra plus jamais après l'épisode 19. Elle est une bonne tacticienne puisqu'elle suggère à Divatox de commencer par vaincre le leader des Rangers pour pouvoir éliminer le reste de l'équipe plus facilement. Mais le personnage est un véritable gâchis car elle aussi aurait pu prendre la tête de l'armée de Divatox, un peu à l'instar de Master Vile dans Mighty Morphin, mais non, on l'oubliera très rapidement. Donc voilà, on dit parfois que plus grand est le méchant, plus grand est le héros. Sauf que quand le méchant se comporte de façon puérile, voire même plus puérile que les héros de la série qui sont censés être des adolescents, c'est un peu mal parti. Et puis je le répète encore une fois, sorcière, conquérant, empire, Divatox. Voilà, sacrée perte de charisme. Enfin, j'aimerais vous parler, un petit mot rapide, sur 2 autres personnages. Lightning Cruiser et Storm Blaster, les 2 véhicules les plus puissants de l'univers. Ouais. Des voitures. Je sais pas moi, s'ils sont si puissants que ça dans l'univers, ça aurait pu ressembler à autre chose que des voitures qui viennent de la Terre, non ? Et puis c'est dommage que Lightning Cruiser n'ait pas canardé les Piranhatrons depuis les airs, ça aurait peut-être évité la destruction du centre de commande, non ? Et puis franchement, n'importe quel Zord étant géant par définition, leur roule littéralement dessus et les écrase. Alors les plus puissants de l'univers, mon cul. Pour finir sur une note positive, ce que j'ai vraiment aimé dans cette saison, c'est sa musique. On retrouve les mêmes ambiances et les mêmes thèmes d'action que dans le film, qui était déjà bien pour l'époque, un bon petit rock des années 90, c'est toujours appréciable pour les plus nostalgiques. On continue les génériques avec une chanson qui bouge, ça claque, j'adore vraiment ce générique. Il y a une continuité dans les paroles, toujours avec le fameux Go Go, un Power Ranger Turbo Go Go, voilà. C'est classique, on est dans une franchise, donc c'est normal. Générique qui a été traduit en français. Et là je l'aime un peu moins, je l'avoue, mais il rime, et ça c'est ultra important, un générique qui rime, et quand j'entends, peu importe que ce soit dans un film ou un animé ou quoi, quand les génériques ne riment pas, il y a toujours un petit ça aurait été mieux si ça rimait, que ce soit en japonais, en anglais ou en français ou n'importe quelle langue. Quand ça rime, c'est toujours tout de suite, c'est un niveau au-dessus. Et là, ce générique-là, en français, Turbo, il rime, donc forcément, j'adore. Allez, je vais un petit peu égratigner la musique quand même, il y a un thème que je trouve en dessous, c'est celui de Divatox. Alors qu'on avait Rita et Z qui étaient assez menaçants, celui de l'Empire des Machines était un petit peu steampunk, on entendait des sonorités un peu différentes. Alors là, celui de Divatox, calme plat. Enfin voilà, donc en résumé, si vous voulez juste passer le temps devant quelques épisodes des bons vieux Power Rangers, des super-héros en collant qui tatanent des monstres en caoutchouc, et bah cette saison-là, en fait, elle risque de vous plaire. Voilà, bon, peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que on va surtout se moquer un petit peu, mais bon, c'est Power Rangers, on aime bien ça aussi, le côté cheap, cheesy, donc vraiment, cette saison-là en a beaucoup. Donc si vous voulez juste passer un bon moment, là, comme ça, pour rigoler, en vrai, cette saison, elle passe.
La production de la série a été laborieuse, la continuité c'est pas forcément ça, à cause du changement de scénariste. Mais bon, tout le monde a droit à l'erreur, alors maintenant que c'est fait, on peut passer à autre chose. Et justement, les audiences sont un petit peu remontées, par miracle, j'ai l'impression, donc on a juste assez de budget maintenant pour faire une dernière saison à Power Rangers. Encore une fois, merci à Tommy et Laurent pour l'écriture de cette émission, vraiment vous m'avez sauvé la vie les gars. Mettez un pouce bleu, ça nous fera plaisir, et dis-nous ce que tu as pensé de cette saison en commentaire. Et donc, on se retrouvera la prochaine fois quand nous irons surfer dans l'espace. Ciao.